De métiers, quels sont les métiers de la sécurité qui sont recherchés, qui vont être bientôt recherchés? Est-ce qu'on a une idée? Alors, on n'avait pas une idée très très précise, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer cette grande étude. Je voudrais rendre hommage à Alain Juillet qui, effectivement, durant sa mandature, a poussé à ce que nous fassions ce travail d'introspection et puis d'examen pour savoir quels étaient nos métiers dans leur diversité, et puis surtout les métiers auxquels demain nous allons être confrontés et que nous allons devoir fournir à nos organisations et à nos entreprises. Donc c'est dans cette perspective-là que nous avons lancé ce travail, qui était un travail effectivement difficile, et Annick Rimlinger a rendu hommage à Fabienne Louet et à David Duncan qui ont travaillé au sein de cette commission. Et c'est dans le cadre de cette commission que nous avons effectivement pris conscience du fait qu'il n'existe pas une organisation type. Il n'existe pas un modèle qui s'applique à l'entièreté de nos organisations. Il existe en fait des briques élémentaires, et c'est le parti que nous avons pris assez rapidement, c'est de travailler sur ces différentes briques élémentaires qui constituent dans chacune de vos entreprises, de vos groupes, la fonction sécurité, sûreté, intelligence économique. Et quels que soient les schémas organisationnels, in fine, ces briques élémentaires existent, hypertrophiée dans certains cas, parce que si on a une exposition à l'international extrêmement marquée, eh bien, il faut avoir une sécurité à l'international suffisamment conséquente, plus ou moins atrophiée quand l'exposition est différente, mais en tout cas, ça doit être collé à la fois sur le schéma organisationnel de l'entreprise, mais aussi sur son cœur de métier. C'est quoi le métier de l'entreprise? Et en ce sens, ça oblige le directeur de sécurité et sûreté à avoir une parfaite connaissance de la stratégie de l'entreprise et de sa raison d'être. J'ai même tendance à dire de sa raison sociale. C'est quoi la vision? Et là, c'est là où commencent les difficultés, c'est que nos groupes, ça a été évoqué tout à l'heure avec Vinci, mais c'est vrai dans la plupart de nos groupes, nous sommes dans des métiers, sur des marchés extrêmement hétérogènes, et avec un passé, moi j'appartiens à une entreprise qui date de 110 ans, donc avec un cœur de métier que vous connaissez tous, qui sont les gaz industriels, mais nous allons maintenant sur de nouveaux marchés, donc avec de nouvelles parties prenantes. On parle d'Air Liquide. Je parle d'Air Liquide. Et donc, ça veut dire que les profils qui sont attendus sont des profils différents. Donc, des briques élémentaires, des organisations qui sont différentes et des attentes sur des nouveaux métiers qui sont aussi tout à fait nouvelles. On évoquait simplement sur le plan RH. Nous avons de nouveaux métiers dans nos entreprises qui sont des métiers de la digitalisation ou du big data ou des analystes approfondis sur ces sujets-là. Ce sont de nouveaux métiers qui sont occupés par de nouveaux profils et qui ne réagissent plus exactement comme l'ingénieur ou le sous-marinier qui retrouvait le groupe Air Liquide parce qu'il y avait des tuyaux, des vannes et que ça lui rappelait son métier originel. Aujourd'hui, on a des profils de gens qui viennent, qui repartent, qui viennent avec leurs compétences, qui les mettent à attribution, qui ont besoin de sens et qui, s'ils ne trouvent pas le sens qu'ils veulent, ils s'en vont. Et parfois, ils s'en vont pas contents. Avec des risques derrière d'image et d'atteinte à la réputation. Donc ça nous oblige, dont y compris les fonctions RH, à intégrer ces problématiques de prévention, d'anticipation et de prévention sur des métiers qui sont nouveaux. Monsieur Pascal Crépin, j'ai une question précise pour vous. Vous disiez nos collaborateurs dans la sécurité, ils ont des nouveaux profils, ils viennent, ils vont, ils repartent. La question est, après avoir passé du temps dans une direction sûreté-sécurité, savez-vous où vont travailler vos collaborateurs? On a parlé de l'avant, mais alors l'après, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, c'est un point tout à fait essentiel qui s'applique à la fois aux collaborateurs de la direction de la sécurité-sûreté, mais aussi, j'ai tendance à dire, au niveau des postes sensibles. Pourquoi? Parce que dans nos tâches et dans nos métiers, nous avons à identifier ces postes critiques qui ne sont pas nécessairement des postes de direction, qui peuvent être des postes stratégiques sur un point d'utilisation dans une usine ou dans un data center ou que sais-je. Et ce que nous essayons de déployer, c'est une politique de prévention sur justement ces postes sensibles, à la fois au recrutement, mais aussi et surtout, j'ai tendance à dire, dans la rétention et dans l'après. Où vont-ils?
typiquement, voilà un autre sujet qui concerne les ressources humaines, qui jusque maintenant n'était pas complètement appréhendé. Ça veut dire que le collaborateur quittait, on ne savait pas très bien où il allait. Maintenant, à partir du moment où on est sur un poste qualifié de sensible, il est important de savoir où va notre collaborateur. Et donc, ce sont des pratiques qui sont tout à fait nouvelles et qui concernent les ressources humaines. Les propos que j'évoquais tout à l'heure sur les geeks qui sont dans des nouveaux métiers, ce n'est pas nécessairement des gens de la sécurité et de la sûreté, là en particulier. Mais le rôle du patron de la sécurité et sûreté, c'est aussi de sensibiliser la fonction ressources humaines sur cette nouvelle problématique. C'est-à-dire que la fonction ressources humaines, c'est elle-même transformée, puisqu'elle est aujourd'hui, dans beaucoup de cas, stratégique pour l'entreprise, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10, 15, 20 ans. Je reviens sur ce que vous dites en termes, encore une fois, de complexité croissante. Le jeune diplômé, dans le début des années 80, par exemple, école d'ingénieur ou école de gestion, avait la probabilité de travailler à peu près pour 4 employeurs dans sa vie professionnelle. À l'horizon 2030, ça sera 12. C'est-à-dire que ce qui était relativement stable devient complexe. De la même manière, par rapport à ce que dit M. Crépin, c'est que le grand talent, ça ne va pas tellement être d'équiper d'outils, mais c'est de faire des diagnostics de situations complexes dans l'instant et de ne pas s'attendre à trouver des recettes toutes faites pour trouver une solution. Parce qu'en effet, en fonction de la stratégie, en fonction de l'organisation, en fonction de l'implantation internationale, en fonction de l'expérience dans le sujet de l'entreprise, en fonction du secteur d'activité, en fonction de la taille, en fonction de l'écosystème, avec des laboratoires, etc., etc., eh bien, il va y avoir des façons d'envisager la sûreté-sécurité de façon tout à fait différente. Alain le sait, il y a 20 ans que j'étais responsable des études et des enseignements de défense à l'IHEDN, on avait fait une grande étude sur l'intelligence économique dans les grandes entreprises françaises, et on avait déjà cette typologie qui est « il n'y a pas une façon de réagir et d'opérer, mais il y a tout un processus qui permet, à partir des diagnostics, de proposer des solutions rapides. Est-ce que le profil des DRH a changé? Parce qu'il faut avoir des connaissances quand même pour recruter, pour sélectionner, pour avoir tous ces critères en tête. Oui, le profil des DRH a bien entendu bien changé au fil des années. On est quand même passé du chef du personnel dans les années 60 au DRH, qui est une personne qui évolue au sein de l'entreprise et qui est très importante auprès du comité exécutif, c'est évident. Et une chose que je voudrais dire, c'est d'abord, je pense qu'il ne faut pas réserver ces postes à des gens, à des hommes, et forcément des gens de plus de 50 ans. Je me tire une balle dans le pied, naturellement, en disant ça, mais en l'occurrence, je pense qu'il faut l'ouvrir. Les jeunes ont un éveil aux nouvelles technologies que les anciens que nous sommes n'avons pas. La deuxième des choses, la féminisation est importante. Ce n'est pas de la démagogie, mais je pense que la complémentarité homme-femme est très utile dans ce genre de métier. Or, elle n'existe quasiment pas. Et ça, c'est dommage. Il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est qu'on parlait de DRH, mais la connaissance de l'entreprise, de la culture d'entreprise et surtout des individus est très importante quand on s'occupe de sécurité. Les individus, ce sont tous des dangers permanents, y compris soi-même, forcément, pour je ne sais quelle raison. Mais les aventures, ça ne manque pas. Or, souvent, les problèmes de sécurité proviennent aussi d'une négligence, tout simplement. Négligence coupable, évidemment. Il y a 2-3 choses que je voudrais dire aussi, c'est que il y a des valeurs qu'on ne met pas en exergue, qu'on n'apprend pas dans les écoles. Le courage. Dans certains nombre de formes, il faut avoir du courage. Le courage, ça ne s'apprend pas dans une école, jamais. C'est pas parce qu'on saute à l'élastique qu'on est courageux. On est parfois inconscient, mais pas courageux. Et il y a beaucoup d'humilité, de savoir remettre en cause les choses au niveau où ça doit être vu. Beaucoup d'écoute et maîtriser la peur, au sens où on peut penser à la peur, mais avoir toujours l'éveil en soi de ce qui peut être dangereux.